Sorbonne et a rejoint le laboratoire scientifique de la Bibliothèque nationale de France. Elle travaille sur la caractérisation des élastomères, notamment dans le projet Espion. Isabelle, qui est tombée dans les histoires de plastique assez tôt pendant ses études, qui est diplômée de l'Institut national du patrimoine et qui, pendant son cursus, donc, a montré un grand intérêt pour ces matériaux. Elle a notamment travaillé sur un exemplaire du Platone et actuellement établie en tant que restauratrice indépendante, et elle travaille entre Paris et le sud de la France. La parole est à vous pour 20 minutes. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, ceux qui nous suivent en ligne et en direct. Donc, pour faire suite à la présentation ce matin, nous vous présentons, Caroline et moi-même, les fruits du travail mené depuis maintenant 2 ans, en étroite collaboration entre le projet Caoutchouc et le projet Espion. Donc, le projet Caoutchouc, il vise à avoir une approche précise des caoutchoucs présents au sein des collections du NAM et de leur état de conservation et de dégradation. Le projet Espion s'articule autour du projet Caoutchouc en proposant un outil global d'évaluation des élastomères dans les collections muséales. Donc, je vous présenterai pour ma part le projet Caoutchouc, tandis que Caroline s'attachera à vous décrire en parallèle le projet Espion. Le projet Caoutchouc bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, d'un mécénat de la Fondation Michelin perçu via l'association des Amis du Centre Pompidou. C'est un travail collaboratif qui réunit plusieurs restauratrices du patrimoine, donc 2 restauratrices du patrimoine au sein du service de la restauration du Centre Pompidou, Lucille Royan et Juliette Zigna, et moi-même, pour l'expertise des collections du NAM. Et Michelin, donc, via Damien Broussion et Salvatore Pagano, qu'on a entendu ce matin, du département d'études physico-chimiques et de chimie organique de l'entreprise Michelin, pour leurs conseils et leur expertise technique. Et l'entreprise Elanova apporte elle aussi son savoir-faire. Pour le projet Espion, qui est financé par la Fondation des sciences du patrimoine, il y a 3 laboratoires scientifiques qui sont alliés sur ce projet: le laboratoire de la Bibliothèque nationale de France, le laboratoire du Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine et le Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui eux apportent leur expertise sur la caractérisation chimique des matériaux. Donc, le projet Caoutchouc, pour vous le décrire un petit peu plus en précision, il s'articule autour de 3 axes: la caractérisation des caoutchoucs présents au sein des collections du NAM, leur phénomène de dégradation et des interventions de conservation-restauration d'œuvres emblématiques, et enfin l'étude de solutions de conservation préventive. Les objectifs majeurs de ce projet, c'est l'amélioration de la gestion matérielle des collections, la mise en place d'une conservation préventive efficace à l'égard des acquisitions en favorisant l'identification des matériaux, et la constitution d'une base de données utile à la recherche sur l'identification, la conservation et le traitement des objets patrimoniaux concernés par la présence de caoutchouc. Donc, la méthodologie qu'on a mis en place, c'est, comme l'a dit Lucie ce matin, donc aller directement dans la base de données GECOL, taper donc les termes caoutchouc, élastomère, et on a rajouté silicone et polyuréthane parce qu'on sait que caoutchouc, en fait, ça veut dire à peu près tout et rien parfois. Et donc, on a eu une liste de 272 objets issus de différents secteurs de collection qui a été générée. Donc, de cette liste, on a procédé à l'observation de 1 à 1 de chaque objet. Donc, on a observé les objets. Je vous mets un exemple ici en image. C'est le plus and minus box que vous avez vu ce matin dans la présentation du site. On l'observe minutieusement, on reporte cette observation selon 24 critères fixes, et donc on réalise un constat d'état où on va voir l'état d'objet et surtout s'intéresser à tout ce qui va être des notions peut-être plus empiriques, donc l'odeur de la pièce, les modifications optiques ou sa couleur. Donc là, je parle de texture, mais on va regarder un petit peu les rigidifications ou l'élasticité de chaque objet pour réaliser vraiment une prise en main complète de l'objet. Et on va finir par réaliser un prélèvement pour analyse qui est confié à Caroline, qui va vous présenter la suite et le lien avec le projet Espion. Du coup, je prends la parole. Bonjour à tous. Et l'objectif du projet Espion est de réussir à mieux caractériser les fameux élastomères qui sont trouvés dans les collections par la voie d'analyse chimique. Donc, comme on l'a dit ce matin, c'est des natures qui sont variables, pas forcément matériaux neufs industriels.
Et pour faire le lien entre donc, ces caoutchoucs qui ont en majorité été issus des collections de Pompidou ou de la BNF, mais aussi de collections, et une identification du matériau au laboratoire, il est nécessaire de construire une base de données des élastomères. Et donc pour ça, on s'appuie sur des matériaux de référence qui sont connus et les plus purs possibles. Donc on a pu être fournis via par exemple des partages de matériaux par Michelin ou des achats via Lanova ou Sigma-Grill, des matériaux purs. On a aussi pu accéder à des matériaux commerciaux qu'on a pu par exemple trouver chez Decathlon. Tout ça, ça a été donc, analysé au laboratoire de la BNF par pyrolyse GCMS qui a été présenté rapidement ce matin par Damien. Et donc, il consiste à chauffer l'échantillon à 600 degrés. Et donc, c'est très intéressant dans le cadre des collections parce qu'on a vraiment besoin d'un échantillon de masse très faible. Par exemple, si une fraction de milligramme suffit. Ça permet de séparer les composés en fonction de leur nature, puis de les identifier par cette masse. Et c'est adapté aux polymères puisqu'on va pouvoir obtenir des informations sur des molécules de très grande taille. Et c'est une technique, comme avait dit dernière fois, très reproductive. C'est très intéressant dans le cadre de la construction d'une base de données parce qu'on va pouvoir identifier des marqueurs qui sont des marqueurs chimiques qui sont discriminants des familles d'élastomères qu'on va pouvoir avoir dans le matériau de référence, à la fois en ce qui concerne la partie polymère, mais aussi les additifs. Et donc, ça a été fait sur à peu près une quinzaine, une vingtaine de références. Et tout ça a été intégré dans un outil Excel qui va permettre une identification automatisée des élastomères en partant d'un échantillon. Donc, par exemple, si on prend un échantillon issu des collections, ici, donc, celui qui a été présenté ce matin par Lucille, la robe de Julia, si on prend un échantillon, on peut, avec cet Excel, rapidement aboutir à une quantification. Donc, à terme de la première partie du projet gestion, donc le lien entre les échantillons des collections et les matériaux de référence et la base de données a permis d'avoir des marqueurs affinés par tous les allers-retours entre les identifications qui ont été faites. Ça a permis de former un outil d'identification plus robuste, de plus en plus robuste. Et on a pu valider donc l'usage, l'efficacité de l'outil en validant ça sur les matériaux des collections. Et donc, il est évidemment, c'est un outil qui est conçu pour être approfondi et complété par de nouvelles références dans le futur. Donc, si je reviens sur la liste des polymères, des élastomères qu'on a entendu beaucoup ce matin, si on veut les classer un peu par catégorie rapidement par nature chimique, déjà, bien sûr, le seul caoutchouc naturel, c'est le NR, donc caoutchouc polyisoprène naturel. Après, il y a son pendant synthétique, IR. Il y a les caoutchoucs synthétiques et les autres élastomères que, comme a dit Isabelle, ont été aussi considérés parce que parfois ils sont confondus avec les caoutchoucs. Donc là, j'avais rapidement un peu séparé en deux parties, que ce soit le polymère saturé et non saturé. Je pense que ce que vous a présenté Salvatore ce matin était peut-être poussé. Et donc, si on regarde sur les identifications de la collection du NAM, sur près de 265 échantillons, on a en fait ces proportions qui apparaissent. Et ce qu'on voit tout de suite, en fait, c'est que parmi les échantillons analysés, il y en a un faible pourcentage qui n'est pas identifié comme un élastomère certain, donc que ce soit pas identifié du tout, ambigu ou simplement un mélange suspecté. Donc ça veut dire que cette identification avec une base de données qui est construite sur des matériaux récents, elle fonctionne même sur des échantillons de collection qui sont pour la plupart assez récents et dégradés. Et c'est bien un résultat correct. Donc, je vais reprendre la parole pour vous présenter un petit peu les résultats préliminaires obtenus grâce au projet espion pour le projet caoutchouc. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que dans les collections du NAM, il y a une prévalence des caoutchoucs naturels et des polyisoprènes synthétiques, suivi des caoutchoucs styrène butadienne, des PVC qu'on a confondus, des caoutchoucs polychloroprènes et des polyuréthanes. Et enfin, des caoutchoucs nitrile-butadienne. Donc, ce qu'on a voulu voir tout de suite et de prime abord, c'était en fait faire une corrélation entre la justesse des identifications empiriques qui étaient réalisées par les restauratrices et l'outil espion. Et donc, on se rend compte assez rapidement qu'il y a une efficacité de l'expertise du restaurateur pour identifier à l'œil les caoutchoucs qu'on a appelés NRIA, c'est-à-dire naturels, et le polyisoprène synthétique.
Là où ce n'est pas trop le cas pour les autres types de caoutchouc synthétiques, donc les caoutchoucs à base de styrène et de butadiène, le silicone ou l'élastomère de polyuréthane. Et là, et d'autres trouvent qu'il y a une difficulté totale, et pour le PDM notamment, et surtout certaines fois des confusions en fait, sur les objets qu'on regardait. Ensuite, on a voulu voir si la couleur pouvait être une aide à l'identification. Et comme on en a parlé plusieurs fois ce matin, le noir de carbone, qui est donc qu'on utilise pour stabiliser ou pour protéger, ben, il se retrouve énormément. Et donc, c'est vrai que pour le noir, on peut penser directement que ça peut aider pour du caoutchouc naturel ou du polyisophrène synthétique. En revanche, les autres couleurs ne sont pas du tout discriminantes. Et comme on en a vraiment plusieurs fois parlé ce matin, du fait des mélanges et des différentes charges utilisées, on ne peut pas se baser sur les couleurs, en tout cas pour l'identification, même si le noir reste une bonne piste. Ensuite, on s'est un peu intéressé aux odeurs pour voir aussi s'il y avait des corrélations avec les matériaux identifiés. Et il faut dire que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'odeurs qui ont été, en tout cas, ça arrive très souvent qu'on ouvre une pièce qui est restée fermée depuis longtemps et qu'il y a une odeur assez forte qui vient tout de suite. La question des odeurs, elle est un petit peu particulière dans le sens où ça reste quelque chose de très subjectif, même s'il y a déjà des études qui ont été mises en place pour essayer de définir les odeurs et de s'en servir comme outil. Nous, on est parti d'odeurs assez simples, une odeur acide, une odeur acre, une odeur douce qui évoque parfois un peu l'amande, qu'on peut retrouver parfois. Les odeurs fruitées, donc c'est plutôt des odeurs d'agrumes. Après, donc, il y a en l'occurrence une odeur. L'odeur de pneu qui est caractéristique. Et ce qu'on a appelé une odeur prenante, c'était vraiment une odeur très forte qui était difficile à respirer et qui prenait très peu la tête. Donc, pour mon grand bonheur, il y avait une majorité des œuvres observées qui étaient inodores. Quel soulagement. En revanche, il y avait quand même pas mal d'objets observés qui avaient une vraie odeur de pneu assez forte. Et la principale occurrence, c'est pour les matériaux qui ont été analysés comme étant du caoutchouc naturel ou du polyisophrène synthétique. Il y avait quand même aussi quelques odeurs prenantes qui revenaient et qui étaient en majorité observées chez les caoutchoucs naturels et caoutchoucs synthétiques aussi, mais aussi chez les élastomères de polyuréthane. Et les autres odeurs, donc acides, acres, douces et fruitées, sont peu discriminantes. Donc on continue de rechercher un petit peu sur cette question, mais c'est encore en parallèle. On a voulu aussi regarder si les dégradations, les modifications optiques pouvaient être une aide à l'identification, du moins un prélude d'aide à l'identification. Mais en fait, ce qu'on a remarqué assez rapidement, c'est que les blanchiments sont généralisés pour presque tous les élastomères, hormis le silicone, et le jaunissement est aussi très largement généralisé. Donc la modification optique, elle ne peut pas être prise en compte comme piste d'identification. Ensuite, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé la cohésion de matière. Donc en fait, c'était ce qu'on appelait la cohésion de matière, c'était vraiment quand on voyait l'élastomère très rigidifié, presque partir en poudre ou en morceaux. Et donc, on a classé en bonne cohésion de matière, perte amorcée ou perte avancée. Donc, je ne présente que les pertes amorcées et avancées sur ce diagramme. Et pour vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'on a appelé une perte avancée, donc on a l'œuvre ici qui est d'Ogempemex de Minerva Cuevas, qui présentait plein d'élastomères différents. Mais le détail que vous voyez en bas à droite, c'est un NBR qui présente plein de dégradations, une matification, des blanchiments, des craquelures, des cassures. Là, on a considéré que c'était une perte avancée. Et on voit bien qu'en fait, les craquures et les rigidifications font complètement partie d'une perte amorcée ou avancée de la cohésion de matière. Et on le retrouve principalement chez les caoutchoucs naturels et les polyisophrènes synthétiques, les SBR et les NBR. Donc, vous avez ici le détail de deux œuvres qui vous ont été présentées ce matin en agrandi par Lucille, mais ici on voit bien en particulier sur le bas la partie qui était originale qui a été remplacée depuis, la perte totale de la cohésion de la matière. Donc, pour répondre à la question de Gilles ce matin, l'état de conservation des élastomères en collection au NAM, on voit qu'on a quand même 43% de la collection qui est en bon état, mais 26% qui est en état moyen et surtout 31% qui est en état de danger, c'est-à-dire en état de perte de matière, là où la cohésion est vraiment mauvaise. Et on retrouve ce mauvais état de conservation principalement sur les caoutchoucs naturels, les polyisophrènes synthétiques,
les SBR et les CR. Et les matériaux qui sont en bon état de conservation en collection, c'est plutôt les NBR, les élastomères de polyuréthane, les PVC et les silicones. Et ce qui est intéressant aussi là de réfléchir, c'est la réflexion en fait qui est intéressante à mener là-dessus, c'est sur le fait que les caoutchoucs naturels et les polyisoprènes synthétiques sont peut-être en collection depuis plus longtemps que les NBR et les silicones observés. Et donc, je passe la parole à Caroline à ce propos. Et oui, je reprends juste la parole pour parler de cet aspect dégradation lié à la signature chimique. Donc, à droite, vous voyez des images moléculaires des échantillons de sélection d'âtres qui ont été identifiés comme NRIR. Et on peut voir qu'en fonction d'une date d'exécution, qui est celle qui est dans la base de données du nom, par exemple, ceux qui viennent d'après des années 58 à 2018 présentent des signatures chimiques qui sont celles du polyisoprène, qui sont vraiment très similaires, il n'y a quasiment aucune différence. En revanche, quand on voit ceux qui sont des années 50 et 35, on voit tout de suite que la signature, elle est modifiée, elle reste reconnaissable, mais elle est changée. Donc, ça voudrait dire qu'au sein de la collection de ce fameux quart des échantillons qui ont été identifiés comme NRIR, ils n'ont pas tous la même signature chimique. Ça reste reconnaissable comme un polyisoprène, mais il semblerait un impact de la dégradation sur la signature chimique. Il est intéressant d'explorer un peu plus loin. Donc, depuis le début de cette présentation, on a toujours parlé de NR hier en même temps, parce qu'a priori, vu les données qu'on a, on n'a toujours pas la possibilité ici de les différencier. Et actuellement, il y a des caoutchoucs naturels et synthétiques qui sont en cours d'analyse plus poussée de vieillissement artificiel pour essayer de voir si on ne peut pas clarifier le lien qu'il y a entre cette différence spectrale et la nature synthétique ou naturelle. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai déjà mentionné, mais une limite de l'outil et de ce travail, c'est que pour l'instant, avec les analyses qu'on a fait, on n'est pas capable d'identifier des mélanges. Donc, peut-être des pistes pourraient être intéressantes à explorer dans le futur. Et comme ça a déjà été dit ce matin et que Isabelle vient de mentionner, on a des âges qui ne sont pas forcément les âges, l'âge du matériau n'est pas forcément connu. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'on va toujours remettre en parallèle l'âge qu'on estime et l'âge réel et le temps de conservation dans la collection en parallèle avec ce qui a été observé et ce qui a été analysé. Et enfin, parmi les familles de polymères d'élastomères qui ont été identifiés dans les collections, on voit bien qu'il n'y a pas forcément le même nombre d'occurrences pour chaque famille. Donc, dans les statistiques, il faut aussi prendre ça en compte. Pour certaines familles d'élastomères, malheureusement, il était impossible de pouvoir produire des statistiques significatives. Donc, les suites et les perspectives du projet caoutchouc, c'est qu'il y a 10 œuvres qui ont été sélectionnées pour faire l'objet d'une étude de conservation-restauration un peu plus aboutie. Et ce qui va être mis en place, c'est un vieillissement artificiel d'éprouvettes de caoutchouc, avec grâce à une déformulation et une reformulation des échantillons de caoutchouc issus des collections du NAM réalisées par Elanova, dans le but de recréer des dégradations observées et de créer des éprouvettes tests de restauration, qui pourrait nous permettre de mettre en place des protocoles de restauration pour ces 10 œuvres sélectionnées et des réflexions autour de paramètres de conservation préventive pour le troisième axe de ce projet de recherche. Nous souhaitons remercier pour ces deux projets parallèles, pour ma part, Lucille Royaume et Juliette Zigna du service de la restauration du Centre Pompidou, mais aussi la Fondation d'entreprise Michelin et les Amis du Centre Pompidou, ainsi que le ministère de la Culture pour leur financement. Et surtout Damien Brosson et Salvatore Pagano pour leur expertise technique, et bien sûr Elanova aussi, et surtout le laboratoire de la Bibliothèque nationale de France, via Eleonora Pellici et Caroline Boucher. Et de mon côté, j'aimerais bien sûr remercier les partenaires du projet Espion, donc Nathalie Balgar, Ludovic Antonelli, Camille Boucher et Nicolas Bouillon, du site vraiment respectivement SCSRP, et la Fondation Centre des sciences professionnelles pour le financement du projet Espion. Et nous, bien sûr, pour votre attention, ainsi que vous m'avez dit pour votre Bravo. Alors, merci beaucoup pour ce respect du temps tout à fait exemplaire.